si on a choisi cette thématique, bien sûr, c'est parce qu'elle était d'intérêt pour les petits riens, mais il s'agit d'une thématique centrale pour le secteur des entreprises sociales, de l'économie sociale aujourd'hui, et même au-delà. Et le nombre de personnes dans la salle en témoigne. C'est vraiment une question qui est au cœur de nombreuses organisations, des politiques publiques, des investisseurs sociaux. Et donc pour nous, il est très important d'élargir le débat, d'ouvrir le débat. Et donc c'est pour ça que dans cette seconde partie, nous avons invité 3 personnes qui ont des positions différentes dans la société, et je vais les présenter dans quelques minutes, mais qui toutes ont une expertise ou une expérience ou un point de vue par rapport à cette thématique. Donc, on va structurer le débat de la façon suivante. D'abord, je vais donner la parole aux 3 intervenants qui vont un peu expliquer leur expérience, d'où ils viennent et pourquoi la problématique de l'impact social ou de la performance sociale est importante. Et puis, j'aurai quelques questions un peu transversales, notamment après celles que j'ai entendues dans la première partie de l'après-midi. Et puis, à nouveau, on ouvrira le débat à vous tous. Alors, je suis heureuse d'accueillir d'abord ici à ma droite Olivier Deguerre, qui est vraiment pionnier dans un fonds qu'on appelle de Impact Investing, donc un fonds d'investissement. J'ai appris que ce fonds d'investissement non seulement investissait en actions, faisait aussi des prêts, voire des dons, mais vraiment dans des entreprises qui, tout en cherchant un équilibre économique, cherchent à avoir un réel impact social. Et donc, il est vraiment pionnier dans ce fonds qui a démarré en 2005, c'est ça, donc il y a 10 ans. Et il est évident que la question de l'impact social par rapport à la mission de ce fonds d'investissement est tout à fait cruciale. Et puis, à ma droite, Marc Mees de SOS Fin, une ONG très connue, notamment dans le domaine de la microfinance. Et certainement, le champ de la microfinance est un des premiers champs où on s'est posé cette question de la performance sociale. Et donc, SOS Fin a accompagné de nombreux projets de microfinance dans les pays du Sud et s'est demandé comment appréhender la performance sociale. Et Marc Mees va nous expliquer les 2 démarches, celle qui visait plutôt à appréhender la performance sociale par les processus et la question de l'impact social. Et puis, à ma gauche, Gaëtan Van Lokeren, qui est conseiller du ministre de l'économie Didier Gossuin à la région bruxelloise et aussi professeur à l'ICHEC. Et on peut le dire, le gouvernement bruxellois a vraiment inscrit dans son agenda la question de la promotion des entreprises sociales comme un des axes de développement économique, avec toute une série d'initiatives. Et donc se pose la question de la performance, de la légitimité de ces entreprises sociales, que ce soit dans les marchés publics ou par rapport à des expériences qu'on n'a pas encore évoquées, mais qui sont tout à fait dans le débat aujourd'hui, celui de ce qu'on appelle les Social Impact Bonds. Alors, ce que je vais faire, c'est vous donner à chacun la parole, ils le savent, entre 7 et 10 minutes pour expliquer d'où ils viennent, leur institution, et puis surtout, comment, quelle est leur expérience par rapport à cette thématique, sachant que tous les 3 ont une position différente dans le champ. Et c'est bien pour ça qu'on les a choisis. Alors, je commence par vous, Monsieur Deguerre. Merci de m'avoir invité à expliquer un petit peu ce qu'on essaie de faire depuis maintenant une dizaine d'années. Et bravo à toute l'équipe et aux petits riens pour la présentation, ce qui a été présenté aujourd'hui, parce que c'était même après 10 ans dans le secteur, j'ai appris des tas de choses et c'était passionnant. Alors, en fait, moi, je suis un gestionnaire d'actifs financiers et on a démarré en 2004 par une fondation grâce à la rencontre avec Ashoka, où on a rencontré des entrepreneurs sociaux et on a trouvé des entrepreneurs sociaux qui cherchaient des moyens financiers pour se développer. Donc, on a essayé de les accompagner au démarrage en essayant non seulement de les accompagner par des dons ou des subventions, mais aussi en mettant un accompagnement stratégique en rentrant dans la gouvernance qu'on appelle le venture philanthropy, qui est d'essayer d'amener des outils et des moyens et des méthodes pour qu'elles puissent se développer. Et puis très rapidement, on est tombé sur des associations, voire des entreprises sociales qui avaient besoin de fonds propres. Et donc, on a été amené à créer une société d'investissement qui s'appelle Fitrust Partenaires, qui investit et qui soutient, accompagne, rentre dans la gouvernance de ces projets. Depuis 2005, on a financé 25 projets. On en a 20 actuellement en portefeuille en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie et un peu en Afrique, avec toujours la même logique qui est de dire on choisit un projet par sa mission,
quelle est la mission sociale qu'il cherche à remplir, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi est-ce qu'il veut se développer, et est-ce qu'il y a une équipe et des gens qui ont la capacité de mener ce projet à bien. Donc très souvent, on a aussi accompagné les porteurs de projets pour les aider à accélérer et à se développer. Et on a la chance, juste pour finir, sur cette petite partie-là, de s'apercevoir que 10 ans après, sur 25 projets, on en a 3 qui ont fait faillite. On en a 2 qui ne vont pas bien, mais sur les 2, je pense qu'il y en a un qu'on va arriver à sortir par le haut. Et tous les autres vont bien, voire très très bien. Donc on s'aperçoit que d'accompagner dans la durée des projets ayant un impact social pour les aider à se développer, c'est jouable et c'est faisable, mais ça demande un certain nombre d'adaptation de notre logiciel de pensée habituel, mais c'est jouable et c'est faisable. Alors pourquoi, je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui, pourquoi la mesure d'impact et pourquoi regarder la mesure d'impact? Je pense que c'est totalement, je dirais, lié à la mission sociale. Quand vous êtes un entrepreneur social ou une association, si vous cherchez à vous développer, à accroître vos implantations, à croître, si vous ne le faites que pour une raison d'être plus gros ou une raison financière, ça n'a pas de sens. Si vous le faites, c'est parce que vous pensez que vous aurez plus d'impact, plus d'emplois en insertion, plus de logement social, que sais-je. Donc, le fait d'être capable de dire où je veux aller et comment je peux mesurer comment j'y vais, et comment je peux adapter mon organisation pour être sûr d'arriver là où je veux, je pense est consubstantiel à toute entreprise qui a une mission sociale. Et donc je suis très étonné, comme vous, de savoir, j'ai bien aimé l'énorme cochon, qu'en gros quasiment tout le monde passe énormément de temps sur le cochon et la partie financière et pas du tout assez sur la partie mesure d'impact, mais pas pour mesurer, mais parce que si je sais où je vais, si je sais où est-ce que je veux aller, je vais essayer d'organiser ma structure, mes équipes pour y arriver. Donc c'est du bon sens stratégique, c'est pas pour pouvoir dire j'ai fait tel impact. Donc je pense que c'est fondamental dans l'objectif. Nous, pour être totalement réaliste, on en a pris conscience en 2011. Donc c'était quand même 5 ans après le démarrage, donc il a fallu un petit peu de temps. Dans un comité d'investissement où on regardait tout notre portefeuille, le plus financier de l'équipe, parce qu'on a 14 investisseurs qui sont actionnaires et qui participent aux décisions d'investissement et qui accompagnent les projets. Le plus financier de eux m'interrompt au milieu et me dit « Olivier, je ne comprends pas. On est en train de revoir tous les critères financiers, d'économie, etc. Celle-là, ça va très très bien, mais j'ai l'impression que l'impact social baisse. » Tandis que de l'autre côté, il y en a une qui ne va pas bien, mais j'ai l'impression que l'impact social monte. Est-ce qu'on n'a pas un problème sur la manière dont on appréhende nos projets? Et je pense qu'on est vraiment dans le cœur du débat. C'est-à-dire que tout investisseur à impact social, ou qui veut mettre de l'argent dans l'impact social, il va se dire, si je mets de l'argent, à quoi ça sert? Et donc, il va essayer d'avoir un échange avec l'entrepreneur ou l'entreprise sociale pour l'aider à dire, ben voilà, où est-ce que je veux aller? Et donc, je crois que c'est ça toute la problématique, c'est d'arriver à construire un dialogue au sein de l'entreprise, de l'association, du projet qui est une mission sociale, pour être capable, en fonction des objectifs qui sont faits, de s'adapter et à partir de là, d'adapter la stratégie par rapport à l'objectif. Donc la mesure d'impact social, pour moi, n'est pas un phénomène, je dirais, pour donner de l'information aux investisseurs. Ça doit être, je dirais, à l'intérieur de la stratégie de l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, depuis que l'on fait ça et que donc quand on fait ce qu'on appelle le due diligence, c'est-à-dire qu'on regarde un projet et qu'on passe du temps avec l'équipe pour voir où est-ce qu'ils veulent aller, on apprend beaucoup plus de choses quand on regarde les sujets d'impact social, où est-ce qu'ils veulent aller, que uniquement sur les sujets financiers. Les sujets financiers, tout le monde est habitué à présenter ça bien, mais quand on commence à rentrer dans la mesure, pourquoi tel impact, comment vous y allez, comment vous le faire, voilà. Donc ça, je pense que c'est un sujet très important. Ensuite, pour aller vite, parce que je pense que par rapport à ce qui était présenté tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord dans l'idée qu'on aimerait faire quelque chose de parfait, que c'est très très compliqué, c'est très difficile, on pourra en reparler tout à l'heure, c'est très varié d'une entreprise à l'autre, mais je pense qu'il faut faire simple. Moi, j'ai la mémoire, en 2008, on avait demandé à une entreprise qui s'appelle Altereco, qui faisait du fair trade, c'est-à-dire l'importation de produits de commerce équitable, de 46 coopératives du monde entier, en France. Et au conseil d'administration, l'on débat pendant 2 conseils d'administration pour qu'on ait une mesure d'impact. Donc on a une équipe de consultants, 4 consultants pendant 8 mois. On s'est retrouvés 8 mois après avec 400 pages chacun d'indicateurs, de machins, de mesures, etc., totalement inutilisables.
totalement inutilisable. Et ça nous a énormément appris. Hein. Donc je pense que c'est très très important, de définir quelques critères qui sont les critères fondamentaux, qui sont au cœur même de votre mission ou de la mission d'entreprise. Et à partir de là, de dire où est-ce que je veux être dans 3, 4, 5, 7 ans. Et juste pour finir, on monte là un fonds avec le Fonds européen d'investissement. On a mis 1 an et demi, 2 ans à les convaincre de ça. C'est-à-dire qu'on a sur chaque entreprise, on a des objectifs, mais on a mis 1 an et demi à 2 ans à leur dire c'est pas la peine de faire une usine à gaz. Définissons avec chaque entreprise sociale ou chaque projet social 3, 4, 5 indicateurs clés qui sont les indicateurs fondamentaux où ils veulent être dans 3, 4, 5 ans. Regardons régulièrement comment c'est fait et discutons stratégie avec l'équipe pour être sûr qu'ils mettent bien les moyens pour arriver là où ils veulent aller. Donc on a une approche assez pragmatique, simple, concrète et pas normée. Juste pour finir, quand vous êtes un fonds d'investissement, c'est excessivement complexe. Quand on a investi dans de la microfinance, dans du logement social, dans l'insertion, dans la technologie à impact social. Dans les 20 projets, on a donc, c'est très différent. Il n'y a aucune communalité. Non, aucune communalité. Donc après, c'est très complexe au niveau d'un fonds de relater aux investisseurs. Et puis après, on y reviendra, je pense, dans les questions. J'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur des projets dans le même secteur, on peut avoir des différences extrêmes parce que ça dépend complètement de comment les gens réagissent ou pas. J'ai un cas tout à fait concret, 2 entreprises d'insertion, une dans le nord de la France, une dans le sud de la France, qui sont toutes 2 exceptionnelles. Dans le nord de la France, il y a eu des tas de problèmes il y a 3-4 ans, il est obligé de réduire ses équipes et il fait très attention parce qu'il était allé trop vite et que le marché était très difficile. Il nous fait des objectifs toujours qui réussissent à 100%. Dans le sud de la France, ça fait 8 ans qu'il caracole en tête et qu'il fait des trucs extraordinaires. Il y a toujours des objectifs qui sont faramineux, qu'il n'atteint jamais. Lequel est le meilleur, lequel est le moins bon, lequel a le plus d'impact, lequel a le moins d'impact. Pour revenir sur le débat que vous avez dit tout à l'heure, c'est très très compliqué. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir à des logiques très simples. Où est-ce que je veux être dans 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce que je me donne comme moyen? Qu'est-ce que je me donne comme objectif? Et puis où est-ce que j'y suis? Et puis en avançant, et puis on adapte la stratégie, voire les objectifs, si on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à les atteindre, parce que comme toute entreprise ou toute entreprise sociale ou toute association, il y a des moments où ça va bien, puis des moments où ça va moins bien. J'aurais envie de vous poser 4 questions, mais on aura l'occasion. Mais je vais d'abord donner la parole à l'ensemble des intervenants. Et puis, Monsieur Nice. Bien, bonjour tout le monde. Donc, moi aussi, je remercie les organisateurs pour l'opportunité de présenter. En fait, je vais présenter deux expériences, 2 approches. D'une part, une évaluation d'impact et d'autre part, un certain nombre de mesures de performance sociale en matière de microfinance. Avec le point de vue, un éclairage du Sud, donc pays du Sud, et d'autre part, la position des CES1 qui, en fait, souhaite mesurer la performance sociale d'un certain nombre de ses partenaires et pas sa propre performance sociale. Question qui reste ouverte pour nous, mais je veux dire, c'est une différence par rapport à l'expérience qui a été présentée tout à l'heure. Alors, donc SOS1, c'est une ONG qui a été créée en 1964, qui priorise des appuis dans le domaine de l'agriculture, dans 8 pays du Sud, 5 en Afrique, 3 en Amérique latine, qui privilégie des partenariats avec des organisations paysannes et des institutions de financement rural. Donc ça, c'est pour toute la partie volet Sud. Qui est aussi active dans l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire en Belgique, et qui fait aussi un travail de capitalisation. Donc, impact social, je vais rapidement donc présenter une évaluation d'impact d'un réseau de greniers de sécurité alimentaire au Burkina Faso. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un certain nombre d'infrastructures villageoises, environ 300, qui achètent, stockent et vendent des denrées de première nécessité afin en fait, d'activer dans une zone déficitaire en production vivrière, donc pour activer le marché local, pour lisser les prix et donc pour faciliter l'accès aux denrées et donc assurer la sécurité alimentaire. Ça, c'est la mission du programme.
après quelques années de fonctionnement, il y avait le constat que ce réseau était fonctionnel. Et on avait, comme dans le cas des petits riens, un certain nombre d'indicateurs d'activité, le nombre de tonnes vendues, la situation financière des réseaux, du grenier, le taux de récupération des crédits qui avait été fait pour octroyer pour acheter les stocks. Mais se poser la question de savoir finalement si ce réseau remplissait son premier objectif, c'est-à-dire de renforcer la sécurité alimentaire. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous avons fait un accord, en fait, avec le Centre de recherche d'économie pour le développement de l'Université de Namur, donc, pour réaliser une évaluation d'impact, donc avec justement un groupe de contrôle. Donc, l'idée était qu'il y ait 20 villages où il y a un grenier qui est mis en place et 20 villages où il n'y en a pas, dans un contexte relativement similaire, avec un seul indicateur de référence qui était l'indice de masse corporelle. Je vais mettre toute la dièse, ce sera plus simple. Donc, de ce point de vue-là, ce que je voudrais mettre en avant, c'était d'une part, effectivement, cette collaboration intéressante entre une organisation paysanne qui était à la base de la démarche, une ONG du Nord, et un centre de recherche universitaire. C'est une démarche lourde, donc elle l'a portée sur 3 ans, la première année étant l'année de référence, puis 2 années d'observation. On peut estimer le coût, mais qui n'a pas été supporté entièrement par nous, parce que c'était dans le cadre d'un contrat de recherche, notamment aussi avec l'Union européenne, mais on peut estimer le coût à environ 250 000 €. C'est une démarche coûteuse, donc, de ce point de vue-là, mais aussi en mobilisation en temps pour les acteurs de terrain, qui effectivement est difficile à répliquer. C'est donc... Par rapport à, comme le disait Anaïs, c'est plutôt une démarche ad hoc, pas du tout standardisée, avec effectivement d'importants défis méthodologiques en termes d'attribution des résultats à l'action menée elle-même. Et donc, fatalement aussi, il y a très peu de possibilités de comparaison. Alors, en 4 dessins, ça a donné quoi ? Donc, effectivement, une amélioration de l'indice de masse corporelle dans les 20 villages qui avaient été équipés. Une plus grande accessibilité en termes dans le sens que le temps et les trajets passés pour s'approvisionner ont été diminués de 30 à 40%. Une diminution des prix dans les villages desservis de 7 à 8%. Cette diminution de prix s'observe pour tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement pour ceux qui achètent dans les greniers, mais aussi pour ceux qui achètent aux commerçants, puisque tout le monde s'est aligné. Et le fait aussi que l'impact était d'autant plus important que le village était éloigné des marchés et plus isolé. Je vais passer maintenant au domaine de la microfinance. Je pense effectivement, comme le soulignait le professeur Marc Nissens, c'est un domaine qui, quand il s'est créé, ne s'est probablement pas posé trop la question de savoir s'il fallait être social, dans la mesure où faire de la microfinance, c'était automatiquement faire du social. Et puis, la microfinance est arrivée sous les projecteurs, les sommets du microcrédit, un certain nombre de dérives qui ont pu être observées à gauche et à droite dans certaines institutions de microfinance, un certain nombre de crises systémiques dans des pays comme le Nicaragua, l'Inde, le Maroc, etc. Et donc, la question de l'impact social s'est vraiment posée de manière très, très importante. Mais plutôt que de mener effectivement des expériences, je dirais, coûteuses telles que celles que je vous ai présentées, donc on s'est orienté dans le domaine de la microfinance vers la construction d'un outil qui est actuellement accepté quasiment comme un standard mondial, donc qui est l'outil mis au point sous la coordination de Cerise en France, donc qui est le SPI 4 actuellement, parce que c'est la 4e version, et qui en fait
mesure 6 grands domaines que sont les... donc la question de tout ce qui est la mission de l'organisation, l'implication des principales parties prenantes dans la gouvernance, l'adaptation des services et des produits, le traitement responsable des clients, le traitement responsable du personnel et la manière de gérer l'équilibre entre le financier et le social. Dans le cadre de notre travail, nous avons accompagné à peu près 25 partenaires dans ce travail de mesure de performance sociale. Les avantages que l'outil a et qu'il est relativement flexible, on considère, selon le niveau de participation qu'il y a dans le fait de le compléter, parce que ça peut être, par exemple, le directeur général de la structure qui le remplit tout seul, ça peut être le comité de direction, ça peut être une palette plus large d'employés, mais disons que ça prend maximum 4 à 5 jours, que c'est quelque chose de reproductible, par exemple, sur une base annuelle, avec l'intérêt que, si c'est approprié, ça peut devenir un outil de pilotage intéressant pour la structure, avec aussi l'avantage ou l'inconvénient de la standardisation des critères, ce qui permet effectivement, si on le voit de façon un peu négative, peut-être de mettre les différentes structures en compétition. Si on le voit de façon plus positive, ça peut aussi créer de l'émulation et donner des bonnes idées. Alors je terminerai par 3 questions générales, je dirais. Donc, dans le secteur de la coopération, c'est clair que la question de la raréfaction des ressources a joué aussi un rôle important dans le questionnement sur la mesure de l'impact ou de la performance sociale. Les investisseurs sont également demandeurs. Donc, dans les 2 cas, il y a cette volonté de disposer d'une preuve quelque part qu'on a fait les bons choix. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu discutable de la démarche, c'est qu'elle a probablement dans un premier temps été plutôt imposée par des bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou privés. Mais par ailleurs, il y a un potentiel très très important en termes d'appropriation de l'outil par les acteurs de terrain. Ça peut avoir un impact très important en termes de gouvernance, de prise de décision, effectivement de pilotage, qu'on reste conforme avec la mission. Comme ça a été dit aussi, il y a toute la question ça peut donner de la motivation et de la cohérence aux équipes qui sont en place. Ceci étant, sur base de ce que moi j'ai pu observer, simplement aussi la question de savoir si pour les gens qui ont impulsé et fait ce type de demande, ce qui est important, c'est plutôt de voir des institutions qui sont ouvertes à faire la démarche. Et rarement, en fait, on va beaucoup plus loin et rarement on prend la décision sur base des résultats réels, mais plutôt de l'ouverture à la démarche. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va revenir. J'ai aussi des tas de questions, mais je les réserve. On va revenir de l'autre côté de la table, mais aussi plus près de chez nous, à Bruxelles. Donc, en tant que conseiller d'un ministre qui veut promouvoir l'entreprise sociale, entre autres, en quoi ce débat est important ? Bonjour. Je vais aller un petit peu au-delà de Bruxelles et d'abord préciser le positionnement que je vais prendre aujourd'hui. Je suis conseiller du ministre de l'économie bruxellois, mais je vais parler à titre personnel. Marthe et Anaïs m'ont invité à prendre le point de vue de la réflexion publique. Et donc, je n'ai pas de projet particulier que je veux défendre et que je veux présenter comme les 2 orateurs précédents ou le travail qui a été fait avant. Je voudrais partager des observations pour se demander quelle peut être la place
de la mesure de l'impact social dans les politiques publiques. Et c'est une réflexion, voilà, avec à partir d'une trajectoire hybride, avec un pied dans la recherche académique, avec un pied dans l'associatif et un pied maintenant dans un cabinet ministériel. Alors, je voudrais vous parler de 3 choses aujourd'hui. Démarrer sur quel peut être l'intérêt de la mesure de l'impact social dans les politiques publiques. 2, mobiliser quelques exemples bruxellois concrets où on doit prendre des décisions et où une telle mesure existe aujourd'hui, enfin une mesure de l'évaluation de l'impact social existe ou n'existe pas. Et puis 3, partager des réflexions sur la place que ça pourrait prendre dans le futur, dans les politiques publiques. Et je pense que ça sera pour la seconde partie de la discussion. Alors, moi, je me suis intéressé au départ sur les mesures de retour sur investissement social, de retour social sur l'investissement, à partir d'un travail sur les marchés publics. Vous savez que 16% du PIB européen, c'est de la dépense publique. Et je me suis intéressé à ça dans le cadre des cantines scolaires. On cherchait à comprendre, dans le cadre d'un travail sur le droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire dans les pays du Sud et la qualité de l'alimentation dans les pays du Nord, parce que c'est surtout l'enjeu de la sécurité alimentaire au Nord est plus sur la qualité que sur la quantité. Et les marchés publics sont régulés par des directives européennes et on peut difficilement sortir du cadre. Et il se fait que certains comtés dans le Royaume-Uni, les comtés de Nottinghamshire et la ville de Plymouth, ont voulu réinvestir dans des circuits locaux pour les cantines scolaires, pour favoriser des circuits courts, une alimentation durable, de saison, de qualité. Et ils ont trouvé les manières de contourner le libre-échangisme dominant de la directive, et ils ont introduit une mesure de l'impact social sur les programmes qu'ils avaient investis. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que ces circuits courts, cette alimentation durable, ça coûte beaucoup plus cher que travailler avec les acteurs dominants et l'alimentation facile et pas chère. Et donc on doit justifier ce surcroît de dépenses publiques devant des échevins, devant des conseillers communaux, devant des citoyens. Et donc là, ils ont mis en place une méthodologie pour décider qu'est-ce qu'on veut évaluer, et c'est le conseil communal qui l'a fait. Et donc là, au niveau méthodologie, il y a un intérêt. Ce ne sont pas des experts qui l'ont fait, ce sont des experts qui l'ont fait au service des représentants démocratiquement élus. Et ils sont aboutis à une conclusion qui peut être facilement mémorisable parce qu'elle tient en 2 chiffres. Pour chaque livre investi dans le programme, il y avait 3 livres de retour sur investissement dans la triple bottom line économique, sociale et environnementale. Et ils n'avaient pas évalué l'impact sur la santé, l'impact sur la culture ou l'impact sur l'éducation. Et ce serait pertinent de le faire, parce qu'on a Jamie Oliver, le célèbre cuisinier, a prouvé que si vous alimentez mieux, si vous nourrissez mieux les élèves, en fait l'après-midi ils travaillent mieux, ils assimilent mieux. C'est pas une blague, c'est quantifiable. En Écosse, la même méthodologie est arrivée à une conclusion que chaque livre investi rapportait 6 livres. Alors évidemment, la biodiversité, c'est des livres qui retournent pas dans la caisse de l'État. Donc c'est pas les mêmes livres que celles qui sont investis. Malheureusement, c'est pas 6 livres en 2017 pour une livre investie en 2016. C'est une mesure. Et donc ce travail, la base de littérature scientifique qui existe là-dessus est relativement, à mon sens, étroite. Voilà, c'est une observation, c'est un travail qui a été fait en 2012, peut-être que depuis ça s'est multiplié, mais je ne le pense pas pour avoir rapidement vérifié l'état de la situation ce matin. Et je pense que ce type et c'est la conclusion de mon premier point, que ce type de connaissance, de création de connaissances, est un outil pour légitimer une réappropriation de l'économie et un réencadrement de l'économie dans les territoires et dans des normes décidées collectivement. Et donc de s'éloigner d'une économie
où on pense que la main invisible du marché arrive à nos souhaits, décidés collectivement. Je pense que pour tous les acteurs qui cherchent à favoriser les modèles économiques des entreprises sociales, des entreprises d'économie sociale, et je parle de modèle économique pour ne pas avoir en tête que le secteur associatif ou le secteur des entreprises sociales d'insertion, mais je parle des entreprises sociales comme modèle économique qui ont au moins 3 dimensions, un projet économique, une finalité sociale et une gouvernance participative, et je préfère même parler de gouvernance démocratique, pour reprendre les travaux du réseau EMES que Marthe et d'autres ont initié et créé progressivement. Ça, c'est la vision d'ensemble. Alors maintenant, à Bruxelles, concrètement, pour parler de la perspective, être conseiller dans un cabinet ministériel. Alors, gouverner, c'est décider. Et si on veut résumer ça de manière très simple, c'est 1, faire des lois, et 2, décider de budget. Et les budgets sont en général majoritairement liés à des lois. Et puis, il y a une petite partie des budgets qui s'appelle les subsides facultatifs, qui sont au bon vouloir des ministres. Alors, 3 exemples de types de décisions sur ces lois ou sur ces subsides facultatifs. Un appel à projet, des aides d'État et des partenariats avec des acteurs privés dans la mise à l'emploi. Alors, le premier appel à projet, le ministre pour lequel je travaille a décidé, au moment de son entrée au pouvoir, que son enveloppe de subsides facultatifs, ce ne serait plus le fait du prince. Il a décidé de ne plus décider tout seul. Il a décidé que la priorité était que les décisions ne se prennent plus au fond du couloir entre le ministre, les acteurs historiques, ses amis, enfin les amis du ministre ou les amis de ses conseillers et conseillères et les autres qui seraient arrivés à passer les différentes portes pour arriver jusque-là. Je caricature un peu, mais ça se passe, ça s'est passé dans le passé de cette manière-là. Parfois, sans généraliser. Et donc il a décidé, pour l'ensemble des enveloppes de subsides facultatifs, 5 millions d'euros, de tout réorganiser cette année-ci en 8 appels à projets, avec l'administration qui gère, des dossiers qui doivent être rentrés auprès de l'administration, et des jurys qui décident. Et donc moi, je me suis par exemple occupé de m'assurer du bon fonctionnement, en coopération avec l'administration, d'un appel à projet d'1,5 million d'euros sur des projets innovants en économie sociale, et d'un appel à projet co-organisé avec la ministre de l'Environnement sur l'économie circulaire. Donc toute l'idée de transformer notre économie du modèle extraire, fabriquer, consommer, jeter, en un modèle circulaire où on limite les déchets et où on recycle, où on réutilise autant que possible. Et l'expérience, c'est recevoir, pour l'appel à projet économie circulaire, recevoir 85 dossiers, des fiches d'analyse préparées par l'administration et des experts externes, et avoir 2 jours pour décider quelle liste on va soumettre aux 2 ministres, enfin quelle liste le jury va soumettre. Et dans un jury, 3 administrations concernées, 3 experts extérieurs, 1 représentant de chaque cabinet, pour partir d'une vraie décision experte. Eh bien, il n'y a pas d'outils aujourd'hui. Alors maintenant, faire un appel à projet, c'est quelque chose que toutes les fondations connaissent. On ne part pas non plus de rien. Mais il y a peu d'outils, et donc on invente à partir de ce qui existe et de mixer des décisions expertes où on va coter sur différentes dimensions chaque projet et sur une intuition de ce que ça peut créer en termes d'emploi, de ce que ça peut diminuer comme empreinte écologique. Donc ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas une décision qui est basée non plus sur quelque chose de méthodologiquement ultra solide. C'est la première année, peut-être qu'on s'améliorera aussi. Ça, c'est mon premier exemple. Deuxième exemple, les aides aux entreprises, les aides d'État. Donc toutes les régions ont des aides d'État pour soutenir leurs PME ou leurs entreprises et s'organiser un bras budgétaire pour le développement économique dans le respect de règles européennes pour qu'on ne se fasse pas trop la concurrence entre régions.
Et il se fait que le gouvernement actuel à Bruxelles a décidé de réformer l'ordonnance, qui s'appelle l'ordonnance pour la promotion de l'expansion économique. Et c'est un budget de 25 millions d'euros par an. Et voilà, moi, mon boulot, c'est de coordonner et de présenter au ministre, une fois, après avoir écouté sa vision et les grandes balises, de présenter des pistes concrètes et des propositions concrètes qui peuvent être traduites par des juristes dans des textes de loi qui vont permettre après à une administration de gérer 2000 dossiers par an. Et la ligne de base du gouvernement, c'était recentrer les aides sur des activités porteuses d'emploi et de valeur ajoutée. Alors, ça laisse beaucoup d'interprétations quand on va dans l'opérationnel. Et par exemple, est-ce qu'on donne des aides de plusieurs centaines de milliers d'euros à des entreprises sociales, pour des investissements? Donc c'est un pourcentage de l'investissement. Est-ce qu'on restreint, est-ce qu'on conditionne ces aides à la création d'emplois, par exemple? Alors ça, on a par exemple demandé à un consultant, est-ce que vous pouvez nous revenir avec quelque chose d'opérationnel? Ce type de dispositif n'existe pas, en tout cas de ce qu'on a pu rassembler. Et est-ce qu'il est utile? Peut-être pas spécialement. Le secteur de la logistique, du transport, le secteur de la construction, simplement maintenir de l'emploi à Bruxelles, c'est un enjeu. Et donc si on fait un dispositif qui favorise ceux qui créent de l'emploi, eh bien, mais eux, ils sont pas éligibles, par exemple. Mais voilà, oui, c'est une proposition sur laquelle on devait décider. Voilà, est-ce qu'on conditionne chaque tranche de 100 000 euros, ça doit être une promesse d'une annonce d'un emploi. Et j'imagine que ça veut dire après, si on contrôle 5 ans après, est-ce que l'emploi était là ou pas? Sinon, merci de récupérer l'argent. Donc ça, c'est peu d'outils aussi. La piste n'a pas été jugée pertinente, à mon grand regret, parce que j'aurais au départ aimé disposer d'un tel outil. On a trouvé d'autres méthodes qu'on annoncera au moment de communiquer là-dessus. Et troisièmement, et c'était ce qui, je pense, sur lequel Marc m'avait invité à donner un peu plus d'informations, c'est des partenariats entre Actiris, donc qui est l'outil régional pour aider les demandeurs d'emploi à trouver de l'emploi et pour aider les employeurs à recruter des demandeurs d'emploi, donc pour organiser le lien entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Et les partenariats que cet organisme bruxellois, subsidié intégralement par le gouvernement, peut établir avec des acteurs privés pour la mise à l'emploi de groupes particuliers qui ont plus difficile que d'autres. Et donc, c'est une première européenne. Actiris a signé un partenariat il y a quelques années avec Duo for a Job, qui est un programme de mentorat interculturel et intergénérationnel. Quel est le programme auquel on fait, quel est le défi auquel on fait face à Bruxelles? C'est juste en dessous de 100 000 demandeurs d'emploi, et une grande partie d'entre eux qui sont issus de l'immigration. Ce sont des travailleurs en demande d'emploi issus de l'immigration qui font face à des obstacles factuels, comme la non-connaissance des codes culturels dans notre pays, de la langue, parfois de compétences, qui font face à des discriminations de tout type, factuelles aussi, et donc 60 à 70% de taux de chômage chez certains de ces groupes. Et donc le programme de mentorat vise à mettre en contact des jeunes migrants en demande de travail et des Belges natifs plus aînés, plus âgés, qui ont certaines compétences pour les aider. Et ils ont l'objectif d'arriver à 1000 mentorats, 1000 duos d'ici la fin de l'année. Ils sont à 400 aujourd'hui. Alors comment évaluer le succès ici? Le succès d'un mentorat, l'objectif, c'est la mise à l'emploi. Et donc, on mesure la mise à l'emploi ou bien la mise à la formation. Et donc, on cumule les deux pour arriver le taux. En général, ça s'appelle le taux de sortie positive, en sachant que, évidemment, le taux de mise à l'emploi est plus intéressant que le taux de formation. Parce qu'il y en a qui restent dans la machine à lessive des formations sans jamais arriver à l'emploi. Et donc, ici, sur les 400 personnes mentorées, leur évaluation informelle, qui n'est pas encore l'évaluation formelle par l'organisme public, et qu'ils arrivent à doubler le taux de mise à l'emploi après 12 mois, comparativement à un groupe témoin des mêmes profils non accompagnés par ce mentorat, et donc qui sont, eux, dans le flux de demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Actiris.
Et comment est-ce que le modèle fonctionne? Le modèle fonctionne avec un paiement en fonction du succès des investisseurs qui ont mis l'argent sur la table au moment où personne ne croyait au projet. Les pouvoirs publics avaient difficile à se positionner quand les acteurs sont venus proposer ce projet-là, parce que le modèle n'existait pas en Europe. Il avait été testé aux États-Unis, mais personne ne connaissait. Et voilà, c'était des jeunes qui sont venus présenter ce projet assez innovant. Est-ce qu'on met de l'argent là-dedans? Est-ce qu'on met l'argent du contribuable là-dedans? Et donc la formule a été qu'il y a un groupe d'investisseurs qui a mis l'argent sur la table et qui ne sera rémunéré que si le taux de placement à l'emploi sera au moins 10% supérieur au groupe témoin, et avec un taux d'intérêt de 3 à 7% en fonction du succès. Donc en fonction si l'évaluation formelle est qui double, j'imagine qu'ils arriveront à leurs 7% sans aucun problème. Alors voilà, conclusion intermédiaire sur ce projet, c'est que, ça a permis d'innover. Donc, autant sur mes deux premiers exemples, ça permet de mieux décider, je pense, d'avoir des outils tels que ceux qui vont être présentés avant la pause et juste après par Marc Mees. Mais ici, ça a permis d'innover, ça a permis à des pouvoirs publics d'avoir un cadre de confiance dans lequel on innove par rapport à ce qui se fait habituellement. C'était risqué. Et aujourd'hui, donc c'était un pari de financeurs. Donc Coïs Invest, la Fondation Roi Baudouin a fait partie. C'était un pari de la direction générale d'Actiris, en l'occurrence Grégoire Chapelle. Le cadre était entièrement supervisé par les pouvoirs publics parce que la formule de rémunération, le contrôle du groupe, l'évaluation finale va être faite par l'Observatoire bruxellois de l'emploi qui est une partie d'Actiris. Et aujourd'hui, le financement de tout le dispositif que je vous ai expliqué, c'est ce Social Impact Bond. Je ne sais pas comment on dit en français, en fait. Je sais qu'il y en a qui ont créé un terme en français. Contrat à impact social. Un contrat à impact social, merci. L'entirement de ce dispositif, maintenant, ne représente plus que 2 temps pleins des 13 temps pleins de Duo for a Job parce qu'ils ont pu trouver d'autres financements ailleurs. Et donc, ça leur a permis de faire des petits. Et voilà, maintenant, il y a un fort intérêt pour aller plus loin. Alors, demain, est-ce qu'on ira vers d'autres modèles? Je pense que c'est une perspective vraiment intéressante à creuser. Et donc, Didier Gozouin avait, dans un colloque sur l'innovation sociale, si je ne me trompe, organisé par l'UNIPSO, suggéré qu'on pourrait imaginer que dans le futur, chaque grande politique thématique, le logement, l'insertion, ait une enveloppe ou une fraction du budget soit pour de l'innovation sociale et ce genre de modèle qui permet de tester des nouveaux modèles. Voilà. Merci. Je crois que ces interventions, en tout cas, suscitent chez moi déjà quelques réactions. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, me permettre de prendre le micro et leur poser des questions transversales avant de vous donner la parole. Et en vous écoutant tous les trois, en fait, je m'étais dit, je pensais avoir, invité des personnes qui ont une position différente, mais vous êtes tous quelque part investisseurs. Investisseurs social privé, vous êtes un investisseur de fonds de coopération dans des projets, vous devez choisir des projets. Vous êtes un investisseur public, vous devez choisir des projets. Donc, quelque part, vous êtes tous dans des situations où il faut faire des choix. Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu chez Ptyrien, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu dans la littérature, ce que vous avez dit sur vos expériences, c'est que la standardisation est extrêmement compliquée et que, bien sûr, il faut quelques indicateurs. Ceci étant dit, vous avez dit, pour chaque entreprise qu'on soutient, association, ces indicateurs sont spécifiques. Donc, autant j'ai entendu dire cette démarche de l'impact social est vraiment intéressante, notamment pour la gouvernance, enfin pour savoir si on arrive à atteindre notre mission sociale. Ceci étant dit, chaque outil est un peu ad hoc à chaque entreprise. Peut-être c'est un peu différent avec l'outil cerise sur la performance, mais vous avez dit, Et donc j'entends ici, à gauche, me disant, ben voilà, moi j'ai 20 projets, alors soit, éventuellement dans un même secteur, mais parfois des secteurs différents, et je voudrais avoir des indicateurs, et je voudrais même les monétariser. Et donc, voilà, je crois que je voulais vous poser cette question. Est-ce que vraiment... on entend aussi un discours au niveau des investisseurs sociaux, on imagine avoir des guides d'investissement socialement responsables où on est 3 colonnes, le rendement, le risque
et le retour social, idéalement chiffré, qu'on puisse faire un arbitrage. Mais de tout ce que j'ai entendu, j'ai des doutes. Pour répondre à ce que vous dites, je crois qu'il y a trois moyens de répondre à la question. La première, c'est que dans la microfinance, il a fallu à peu près 15 ans pour avoir des outils à peu près standardisés, je dirais, de mesure de l'impact social et que tout le monde accepte. Si vous allez sur le site du Global Impact Investing Network, le GIIN, il doit y avoir 180 ou 200 méthodes différentes de mesure d'impact social. Donc avant que nous arrivions à une certaine cohérence, ça va prendre un petit peu de temps. Il n'empêche que selon certains secteurs, par exemple dans l'insertion, de par d'une part les politiques publiques, ou bien dans l'aide au développement, il y a depuis longtemps un certain nombre de mesures, d'outils de mesure. Donc il y a quand même certains secteurs où il existe des choses. Donc faisons attention à ne pas, je dirais, dire qu'il n'existe rien. Il existe dans un certain nombre de secteurs des outils de mesure. Il y a eu une très forte tendance, notamment par les anglo-saxons, de pousser ce qu'on appelle le Social Return on Investment, qui est donc la monétarisation de l'impact social. L'une des raisons étant de dire un petit peu par rapport aux politiques publiques, de dire, ben voilà, on a un projet d'insertion par l'emploi ou de logement social, et regardons combien on fait économiser à la puissance publique, à la collectivité locale. Dès lors, on pourra aller se retourner vers elle pour lui demander un financement correspondant, pour lui dire, ben, grâce à moi, vous allez, entre guillemets, économiser, et ça va coûter moins cher que si c'est le système actuel qui fonctionne, d'où des mesures mises en place, et les Américains, les Anglo-Saxons allant jusqu'à dollariser complètement, en gros, un emploi, c'est tant de dollars, un effet, etc. On a essayé ça sur plusieurs entreprises sociales. C'est très complexe à mettre en place, c'est lourd, et surtout, je pense que c'est une erreur totale. Je suis catégorique sur le sujet, c'est une erreur totale. On est en train de vouloir répondre à une problématique sociale, et on est en train de monétariser et de dire ça vaut de l'argent. Autant je comprends la puissance publique qui dit si je dois arbitrer entre deux choix, autant prendre celui qui me coûtera le moins cher. Tout à fait d'accord. Autant que des acteurs non publics se mettent comme objectif, je vais faire gagner de l'argent, je vais monétariser l'acte social que je suis en train de faire, c'est très complexe. Alors je vais donner un exemple tout simple parce que vous allez comprendre très rapidement. On finance des entreprises d'insertion en France. Je suis capable de dire, bah oui, un tel qui retourne au travail, ça fait économiser du temps à la puissance publique. Mais je suis incapable de dire si cette personne-là, que le jour où elle va emmener son enfant à l'école, le sourire de l'enfant, parce que son père a un travail et l'emmène à l'école, je ne peux pas le monétariser. Et c'est pour le moment beaucoup plus important que ce que j'ai fait économiser à la puissance publique. Deuxièmement, 2 ans après, je ne sais pas ce qu'est devenue la personne qui est passée en insertion. Parce qu'il ne veut pas dire qu'il est passé en insertion. Donc j'ai beau essayer tous les réseaux sociaux, tout ce que je veux, les mails, ils changent de mail et tout ça, je suis incapable de savoir 2 ans ou 3 ans après s'il a retrouvé un job. Donc, on revient sur la notion du temps dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas évaluer dans le temps. Et on a un exemple très amusant qui, depuis 3 ans, apparaît, qui est assez drôle, qui montre bien la complexité du sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école 42 de Xavier Niel, qui forme à l'informatique des jeunes. Donc ils se choisissent eux-mêmes, donc c'est les meilleurs des meilleurs, et vous avez à peu près 400 places par an, et vous avez passé 6 ou 8 mois ou 12 mois dans l'école, et vous sortez après avec un job en informatique. Et donc lui, il prend la crème de la crème. Donc il réinsère des gens qui n'ont pas de job. À côté, vous avez une association qui s'appelle Simplon, qui fait exactement la même chose, mais qui prend n'importe qui. Qu'il ait 20 ans, 30 ans, 70 ans, du moment qu'il a envie de faire de la programmation informatique, on le forme à l'informatique. Et ensuite, quand il place les gens dans les entreprises, l'entreprise paye. Et il gagne de l'argent. Lequel est le meilleur? Lequel fait économiser de l'argent à la puissance publique? C'est très, très compliqué. Donc je pense que monétariser, il faut certainement le faire, parce qu'il faut être capable d'évaluer financièrement l'impact de ce que l'on fait. Je pense de faire que toute la décision soit uniquement liée à l'objectif financier, je pense que c'est une erreur. Il faut quand même garder une appréciation qualitative, sociale, je ne sais quoi. Et c'est là qu'est la complexité de tous ces outils de mesure qui essayent de tout rationaliser, alors que je pense qu'on ne peut pas tout rationaliser. Et c'est ça, je crois, la difficulté qu'on a dans ce type de problématique. Oui, en partie. Oui, bon. Donc,
effectivement, mon point de départ, c'est quand même de dire qu'une certaine systématisation de la mesure de la performance sociale, par exemple dans le domaine de la microfinance, c'est une avancée, c'est un élément positif. En même temps, ça comporte un certain nombre de limites. La première, c'est qu'on peut observer que les institutions qui sont le plus intéressées à disposer d'un audit social sont les institutions qui ont besoin d'argent. Donc, par exemple, tout le système coopératif d'épargne-crédit du Sud, qui se finance essentiellement via des parts sociales en termes de capital de ses membres et via la collecte de l'épargne de ses membres, est beaucoup moins mobilisé et moins intéressé par la mesure de sa performance sociale, alors qu'a priori, justement, c'est peut-être un des secteurs qui serait le plus performant en matière de performance sociale, par exemple dans sa relation avec les clients ou dans certains de ses principes de gouvernance. Donc ça, c'est une limite du système. L'autre chose, c'est effectivement que ça permet de comparer un peu tout et n'importe quoi. À la fois une grosse institution de microfinance urbaine et un réseau de caisses rurales de très petite taille et dans des zones très isolées. L'autre, peut-être encore un élément à souligner aussi, donc j'ai dit que c'était un outil léger. Par définition, ça veut aussi dire que c'est relativement subjectif. C'est en général... c'est une forme d'auto-évaluation. Il y a maintenant un certain nombre de structures du domaine de la microfinance qui ont mis en place une autre démarche qui est une démarche plus contrôlée, mais le SPI 4, par exemple, il y a des guidelines, c'est clair, mais chacun le remplit un petit peu comme il veut, et la réponse à la même question peut être très différente, alors que la situation est peut-être la même. Donc ça relativise aussi la portée de l'outil. Et juste par rapport à la question de SOS Fin investisseur, oui, on est aussi un investisseur, on doit aussi faire des choix. On n'exige pas d'audit social dans le cas de partenaires microfinance. On a notre propre grille d'appréciation, ce qui en soi n'est peut-être pas très positif dans la mesure où chacun fonctionne un petit peu à la carte et avec ses propres outils. Mais donc, nous, s'il y a un audit social, c'est un plus, mais ce n'est pas quelque chose que nous exigeons. Bon, je veux revenir. Tu disais l'importance, comme décideur, d'avoir des grilles plus ou moins standardisées. Est-ce que quand même, il ne faut pas se contenter, au moins... Est-ce qu'on peut vraiment avoir cette grille universelle ? Et comment faire avec ce trade-off entre une certaine standardisation et puis en même temps des certaines spécificités, et même dans un même secteur, en comparant des entreprises, vous l'avez dit, 2 entreprises qui font toutes les deux l'éducation et l'informatique, on se rend compte que si on prenait un ou 2 indicateurs, on risquerait de se tromper. Je pense que l'universalité est hors d'atteinte et je ne peux que rejoindre Olivier Deguerre sur l'extrême complexité de l'application quand on se donne trop d'indicateurs. Et pour travailler depuis 18 mois avec des administrations de régions finalement assez pauvres et qui subissent 30 ans de non-confiance dans l'intérêt de renforcer nos pouvoirs publics, on a besoin d'outils simples, ça c'est clair. Et donc je comprends tout à fait, et je rejoins 3 indicateurs qui seront bien choisis en fonction des objectifs et qui vont permettre de nourrir le travail sur comment on y arrive, sont sans doute plus utiles qu'un tableau de bord avec 250 indicateurs que plus personne ne sait comprendre, y compris le conseil d'administration de l'entreprise ou l'administration qui doit lire les dossiers. Mais je pense, et donc, est-ce qu'on est tous d'accord, je ne sais pas. Ma perspective est plus macro que celle de l'application d'une méthode sur une entreprise en tant que telle, comme le travail qu'Anaïs l'a présenté. Je pense que Anaïs Périeux a montré ce matin les différentes tendances qui montrent que
que l'impact social va être de plus en plus mesuré. Et pour reprendre une formule de la professeure Sibylle Mertens à Liège, le train est en train de passer, est-ce qu'on va monter dedans ou pas? Alors oui, il y a des risques à monter dedans, dans cette évaluation. Il y a des risques que demain, on ne finance plus que les projets mesurables. Il y a des risques que demain, on demande à Julien Coppens, qui est au service des petits riens, de comparer son action par rapport à d'autres entreprises qui font de l'insertion. En fait, il est demandeur, je pense. Il y a des risques de créer une ingénierie inutile avec des économistes formés à l'économétrie dans tous les projets et qu'on dépense beaucoup d'argent là-dessus et que ça dénature la prise de décision politique sur ce qu'on veut vraiment faire. Et il y a enfin des risques à demander trop aux entreprises sociales, parce que c'est pas Uber, ce n'est pas InBev, ce n'est pas d'autres entreprises qui vont devoir mesurer leur impact social, malgré le vœu de Julien que ce soit quelque chose qui soit demandé. Peut-être que mes petits-enfants verront ça, mais je ne le pense pas pour ma durée de vie. Il y a des risques à demander trop, et il y a aujourd'hui des fonds d'investissement qui demandent 7-8% et un impact social. Alors 7-8%, déjà rien que ça, il y a beaucoup de PME qui seraient contentes d'arriver juste ça, sans devoir prouver un impact social. Et donc demander trop... Je ne parle pas des acteurs autour de la table, je ne connais pas les règles précises. Mais il y a aussi un risque de ne pas entrer dans ce train, et est-ce qu'on a envie de garder la situation actuelle, où finalement, il y a une bonne partie des acteurs subsidiés qui sont subsidiés d'année en année, en fait. Ils sont là, ils existent, et les petits nouveaux qui arrivent, peut-être avec des idées assez innovantes et qui pourraient bousculer les choses, ils sont beaucoup plus difficiles à convaincre que les autres. Et ceux qui connaissent le pouvoir en place ont plus facile aussi à convaincre. Voilà, simple règle. Voilà, comment est-ce qu'on travaille avec un ministre, avec un cabinet, comment est-ce qu'on prend rendez-vous, comment est-ce qu'on obtient, etc. Voilà, il y a toutes sortes d'obstacles connus ou pas connus. Et donc je pense qu'on a besoin d'outils à la décision et qui permettent à des acteurs nouveaux d'innover et de convaincre. J'ai donné les exemples d'appel à projet. Les marchés publics, il y a vraiment il y a 10 ans de travail à faire, pas pour cette directive, la directive européenne actuelle, mais pour la prochaine directive, pour que demain, les marchés publics soient des outils pour que les politiques publiques, l'argent public, votre argent de vos impôts, servent à orienter la société vers là où on veut la faire aller. Mais ma conclusion serait de ne pas prendre ce train les yeux fermés. De ne pas l'appliquer de manière pure. Je pense que ça doit être un outil d'aide à la décision. Et il faut qu'il y ait toujours une décision d'humain après. Et je me rappelle que dans certains jurys, certaines personnes se sont battues pour dire cet exemple-là, peut-être qu'il ne va pas créer de l'emploi, mais il va changer la manière dont les citoyens ou les acteurs économiques réfléchissent. Et donc il va avoir valeur d'exemple. Et donc on s'en fout s'il ne crée pas 2 emplois. Il va montrer que c'est possible de faire autrement. Et on veut le financer pour ça. Et c'est quelque chose avec lequel je me retrouve entièrement. Deuxièmement, on n'est pas obligé d'appliquer sur 100% des budgets. De toute façon, on n'y arrivera pas, même s'il y avait des lobbyistes intenses pendant 10 ans là-dessus. Et voilà, et puis du bon sens sur ce qu'on sait, la cohésion sociale, le sourire, on ne l'amènera pas. Mais on sait que s'il a un emploi et qu'il peut amener... à l'école, c'est déjà mieux que s'il ne peut pas l'amener à l'école et s'il ne peut pas l'amener et s'il n'a pas d'emploi. Voilà, donc ce sont des outils qui gagnent à être... Merci. Donc je vais vous donner la parole. Je vais peut-être inviter Julien et Anaïs à nous rejoindre, si jamais il y avait des questions pour eux. À vous la parole. Ce que je propose, c'est de prendre 2-3 questions et puis de revenir à la table. Et bon, chacun réagira suivant le type de question. Le micro est où ? Hein ? Vous pouvez déjà lever votre main. C'est la première, la plus... Oui, voilà, il y en a une là. Voilà. Toujours comme ça. Vous voulez aller boire des bières ? Alors moi, c'est Anne-Laure van der Ulen, je suis aussi de SOS Fin. On est actuellement chez SOS Fin dans une réflexion sur la place du secteur privé au sein de la coopération au développement, parce que c'est un processus qui est en marche depuis un moment, qui est propulsé par l'Union européenne, mais également dans la coopération belge.
Et ma question est celle-ci. Ici, on parle beaucoup d'associations, d'entreprises sociales et tout ça, mais au final, n'importe quelle entreprise actuellement vise à développer des actions sociales, que ce soit pour l'image ou que ce soit pour n'importe quel... principalement pour l'image, disons, mais pour d'autres buts aussi. Du coup, est-ce que ces outils ou cette volonté d'analyser l'impact social n'est pas en fait un besoin général dans la société, et pas nécessairement lié à un type de modèle économique, mais bien au modèle existant, pour justement prouver que des entreprises, qu'elles soient sociales ou pas, elles ont besoin d'avoir un impact positif au niveau social, et que les entreprises qui ont un impact négatif au niveau social, que ce soit leur objectif affiché ou pas, doivent être soit pénalisées, ou... C'est peut-être un peu utopique, hein, mais je rejoins le rêve de Julien qui disait que... Pardon ? Je vous aime bien, j'aime bien les gens de chez SOS. Mais donc voilà, c'est un peu une réflexion générale que je veux lancer principalement. Donc, Merci. Est-ce qu'une autre personne veut réagir, ou on commence par celle-là ? Non, avant que les autres... Allez, je vous donne qui veut répondre. Allez-y. Oui. Allô, oui. Il y a eu des travaux importants de fait depuis quelques années au niveau des pouvoirs publics par le G20, par l'Union européenne, pour savoir comment est-ce qu'on qualifiait les entreprises sociales, et est-ce que toute entreprise était sociale. Parce qu'une entreprise qui se développe et qui crée de l'emploi, elle a un impact social, c'est évident. Donc il y a une définition très claire depuis 2012 de l'Union européenne, dans le Social Business Act, qui dit qu'une entreprise sociale est une entreprise qui a une intention d'avoir une mission sociale. Ce n'est pas uniquement je crée un produit et je fais de l'emploi en dérivé, c'est je crée un produit pour créer de l'emploi. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vision et une intention. Et qu'ensuite, cette entreprise fasse un reporting, une information à ses actionnaires, ses investisseurs, pour expliquer en quoi elle a créé de l'emploi et comment elle l'a fait. Et donc ça, c'est dans le cadre du Social Business Act. C'est très important parce que ça permet la création de nouveaux fonds européens qui s'appellent les fonds européens d'entrepreneuriat social. Alors, il se trouve qu'on est le premier en France, pour l'instant le seul, mais il y en a quand même une dizaine maintenant en Europe, qui sont labellisés en Europe à la condition extrême qu'ils donnent un objectif de ce qu'ils vont faire à leurs investisseurs. Et je vais juste rebondir sur une question qui est intervenue tout à l'heure, qui est importante, c'est la question du rendement attendu. Vous avez deux types aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'impact investing, donc les fonds qui se disent à impact. Vous avez deux types de groupes qui sont à peu près clairement identifiés maintenant par l'ensemble des acteurs professionnels. Vous avez ceux qui sont ce qu'on appelle finance first, qui vont rechercher un rendement financier tout en ayant un impact social. Et il y a ceux qui sont social ou impact first, qui vont rechercher un rendement social ou un impact social tout en ayant un minimum de rendement financier. La séparation est toute simple. Vous financez une clinique en Inde, en Afrique. Vous décidez que cette clinique, je ne sais pas, c'est pour la classe moyenne. Mécaniquement, aujourd'hui, vous allez avoir des rendements financiers en tant qu'investisseur entre 25 et 45%. Si vous décidez, parce qu'en gros, on fait payer aux gens un peu moins cher que s'ils venaient en Europe, donc on a un rendement élevé. Si vous décidez que 50, 60, 70% des clients de cette clinique seront des gens pauvres qui payeront très peu, voire pas du tout, vous baissez immédiatement le rendement financier. Donc il y a clairement un arbitrage entre votre objectif de rendement d'impact social par rapport à votre rendement financier. Alors c'est pas toujours vrai parce que de temps en temps il y a des zones un peu grises, mais c'est vraiment ça la différence. Et donc les fonds aujourd'hui classiquement qui recherchent un impact social, ils vont vous offrir 2, 3, 4% de rendement, ils vont certainement pas vous offrir 10%. Donc c'est une manière astucieuse de voir où est-ce que je me situe. Donc tout ça pour dire qu'il y a une définition très claire des entreprises sociales, il y a une définition très claire aujourd'hui au niveau des investisseurs de qu'est-ce que c'est qu'investir pour rechercher un impact. Oui. J'aime bien parler, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Je suis frustré. Mais je voulais dire deux choses. D'abord, je crois que dans notre réflexion, il y a un truc qu'on doit replacer dans le temps. Si on regarde l'économétrie, enfin l'étude de l'économie et de tout ce qui va avec la mesure de la performance économique d'une entreprise, ça fait quand même quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années qu'on se pose la question. Ça fait quand même quelques dizaines de millions de personnes brillantissimes qui se sont penchées sur la question. Et donc peut-être qu'au début, on n'arrivait pas à mesurer exactement l'efficacité économique d'un pays. Alors qu'aujourd'hui, même si on n'est pas encore tout à fait précis dans la mesure, on a quand même vachement fait il y a eu des grosses avancées. Donc je crois que la question de la standardisation est peut-être simplement une question de temps. Ça, c'est une première hypothèse.
Et alors revenir sur ce que disait la demoiselle, la dame de chez SOS Fin, parce que je trouve ça génial, mais surtout je crois qu'il y a un intérêt, je ne l'ai pas dit ce matin, mais il y a un enjeu énorme pour le secteur social, c'est la prise de conscience de la part de la plupart de la population, je crois. Enfin, vous êtes nombreux ici, et je crois qu'il y a encore beaucoup plus de gens dehors qui prennent conscience que les entreprises n'ont pas seulement cet impact financier, mais doivent mesurer et avoir un résultat positif sur l'environnement, sur le social. Il y a cette demande qui a fait naître toute la politique de RSE, et qui, aujourd'hui, je crois, pousse le secteur social à devoir prouver l'intention qu'il a. Et donc, je crois qu'on va être obligé d'aller vers ce type de mesures, parce qu'effectivement, on entend de plus en plus de discours, et on sait très bien que pour la majorité de ces boîtes, c'est du greenwashing ou de la façade, etc. Mais il y a de plus en plus de discours d'entreprises et de grandes entreprises qui disent « nous faisons du social, nous faisons de l'environnemental, nous avons un super impact, etc. » Et le seul moyen, un jour, de coincer ces boîtes et de prouver effectivement la différence qui existe entre le discours et l'intention, bah, ça va être de le mesurer. Oui, je voudrais nourrir le débat que vous lancez, Madame, sur l'intérêt de penser cette mesure, pas seulement pour les entreprises sociales, mais pour toutes les entreprises, en rejoignant l'idéal ébauché par Julien Coppens. Je pense que c'est utile de parler d'économie politique. Et je pense qu'il y a certains malentendus ou ambiguïtés par rapport à ce que sont des modèles économiques différents aujourd'hui dans la société. Une entreprise classique a pour finalité de faire du profit. Ce n'est pas de vilain mot, ce n'est pas une analyse d'extrême gauche, ce sont les obligations fiduciaires des instances d'une entreprise qui choisit certains statuts. Les décisions qu'elles doivent prendre doivent être dans l'intérêt du conseil d'administration. Et donc, la définition d'une entreprise sociale est celle apportée par l'Union européenne dans son initiative sur l'entrepreneuriat social, qui n'est pas en fait un texte de loi, qui est une communication de la Commission européenne, n'introduit pas des éléments fondamentaux qui sont présents dans tout le secteur, dans tous les pionniers de l'économie sociale en Europe, qui sont au nombre de deux, qui sont la gouvernance démocratique. Donc ce n'est pas un conseil d'administration qui décide ou une personne qui a 1000 parts a 1000 fois plus de pouvoir de décision que la personne qui a une part. Donc ça, c'est une différence fondamentale entre un modèle d'économie classique et un modèle d'économie sociale. Et deuxièmement, c'est la primauté et la finalité sociale qui amène à des règles internes de plafonner le retour à l'investisseur de manière à forcer l'implication, à forcer des décisions annuelles pour que le surplus économique créé par l'entreprise aille au salaire, au bien-être des employés, à un travail correct avec les partenaires, fournisseurs, l'environnement tout autour, et aille au développement de l'entreprise dans des réserves. Et donc là, il y a des vraies différences. Et donc, ça, c'était un contexte un peu long pour venir à ce qui pourrait être une stratégie des acteurs qui souhaitent arriver à l'idéal que Julien a ébauché en 3 étapes. Et son idéal serait la 3e étape. L'idéal, pour le rappeler, c'était que toutes les entreprises doivent faire un reporting sur leur impact social. Et si je construis sur cet idéal, ça veut dire qu'ils pourraient être imposés fiscalement de manière différenciée en fonction de leur impact. Ils pourraient avoir accès au marché public ou non, ou à certaines conditions en fonction de cet impact. Voilà, ça serait l'idéal qui pourrait être construit. Et en revenant en arrière, l'étape juste avant, ce serait qu'il y ait des projets pilotes avec des aides d'État pour favoriser ces entreprises-là, avec un accès au marché public préférentiel. Mais on n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Aujourd'hui, je pense, c'est mon opinion personnelle, l'enjeu, c'est de créer de la connaissance pour légitimer un réinvestissement public dans les entreprises qui vont dans ce sens-là. On est dans un enjeu. Vous êtes tous au courant des décisions qui ont été prises par les citoyens américains pendant la nuit et qui se retrouvent dans toutes sortes d'États européens. Aujourd'hui, les normes de comptabilité européennes font qu'un pouvoir public qui investit doit imputer 100% de son investissement
en année 1. N'importe quelle entreprise est morte en 2 ans si on fait ça. Son entreprise qui a investi 10 millions d'euros, donc les petits riens ont investi 10 millions d'euros en septembre 2015 pour un centre de tri. S'ils ne peuvent pas amortir sur un certain nombre d'années, mais s'ils doivent imputer les 10 millions, bon, en fait, ne réponds pas si tu avais une caisse magique où tu as tout payé en année 1, mais aujourd'hui, la capacité d'investissement des pouvoirs publics est corsetée par des normes comptables qui ne sont pas les mêmes que celles des entreprises. Et donc l'enjeu au niveau macro est de légitimer un réinvestissement public vers les modèles économiques qui répondent aux objectifs publics. Ça, c'est une opinion personnelle. Je voudrais parler, mais je ne suis que la modératrice. Allez-y. Pour animer le débat, je vais me permettre d'être un petit peu en porte-à-faux, si je peux me permettre. Gouvernance démocratique, je veux bien entendre. Je connais une coopérative d'armement à Paris. Gouvernance démocratique, et ils vendent des armes dans le monde entier. Je connais une entreprise qui fait des restaurants dans le noir, qui s'appelle Dans le Noir. C'est une SA, conseil d'administration. Le directeur général est aveugle. 90% du personnel est handicapé. Il refuse toute aide de l'État, toute logique de dire je suis une entreprise sociale, et ils sont 10 fois plus sociales que beaucoup d'entreprises. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas opposer aujourd'hui les entreprises sociales des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il faut vraiment faire une différence. Il y a l'économie sociale et solidaire qui est la gouvernance démocratique, etc. Et il y a les entreprises. Ça, c'est le premier sujet. Sur le plafonnement du retour à l'investissement, je voudrais juste faire un truc amusant parce qu'à Paris, on a eu une grande discussion. On a une nouvelle loi qui a créé les entreprises solidaires d'utilité sociale. Monsieur Hamon, il y a 3 ans, c'était très compliqué. Et on nous a plafonné le retour sur investissement, le retour pour les investisseurs en disant il est anormal que les investisseurs touchent trop d'argent dans une entreprise sociale. Je suis au conseil d'administration de Finansol, qui est une association qui existe depuis 20 ans, qui regroupe tous les financeurs d'entreprises sociales en France, de tout l'univers général. Et ils ont fait une étude sur toutes les entreprises sociales labellisées par Finansol depuis 20 ans. Il se trouve qu'il y en a une seule qui avait distribué des dividendes aux actionnaire. Et ils sont allés voir l'État français en disant « Attendez, on fait une loi et on dit plafonner, mais ce n'est pas la réalité, donc ça ne sert à rien de mettre quelque chose pour plafonner. » Donc je veux juste dire, faisons attention juste à l'idéologie. Quand vous développez une entreprise, qu'elle soit classique ou qu'elle soit sociale, la priorité, c'est le développement, le réinvestissement de vos profits pour le développement, pour le bien-être de vos salariés, vos produits, etc. Et faisons attention à ne pas plafonner les retours sur investissement, parce que de temps en temps, il peut y en avoir, mais dans le secteur social, il y en a relativement peu. En tout cas, j'en vois pas beaucoup. Peut-être un petit mot par rapport à ça, si je me permets. Et c'est très bien, on est vraiment au cœur du débat, et je crois que c'est très important. Je pense en effet, pour rebondir sur votre question, je crois qu'une question politique, on pourrait se dire que toute entreprise, qu'elle soit d'économie sociale ou qu'elle ne soit pas d'économie sociale, devrait avoir un impact social. Développer de l'activité économique sans avoir un impact social est, à mon avis, extrêmement problématique. Deuxième chose, il est vrai que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, et c'est différent une entreprise où il y a une primauté de l'affinité sociale par rapport au retour financier sur investissement d'une entreprise aux mains d'actionnaires où la finalité de maximisation de profit reste la boussole principale, même si on intègre des considérations de responsabilité sociale de l'entreprise. Et nos économies sont composées de cette diversité d'entreprises. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avant, les secteurs étaient assez cloisonnés. Donc, d'une part, nous avions les entreprises d'économie sociale et solidaire où clairement il y avait une primauté de la finalité sociale avec une gouvernance démocratique. Ça veut dire avant tout simplement que, en effet, dans les instances de gouvernance de l'entreprise, que ce soit l'AG ou le CA, le pouvoir de décision n'est pas en fonction du nombre d'actions que vous avez dans votre poche. Et donc, évidemment, ça dit quelque chose sur la boussole des autres entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines entreprises qui n'ont pas ces statuts d'économie sociale ont vraiment une recherche de mettre une certaine primauté sociale en avant, au-delà du retour financier sur investissement. Et vous l'avez dit, il y a un vrai trade-off
Hein. C'est rare que vous puissiez en même temps poursuivre une maximisation du profit, une maximisation de l'impact social. Il y a, parce que ça coûte. Et donc, il y a un trade-off. Et donc, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui viennent, à mon avis, de différentes origines de la société, du secteur classique, ou plus connu de l'économie sociale et solidaire, du secteur des entreprises, voire des entreprises aussi du côté du secteur public. On voit ça au niveau mondial qu'aussi au niveau des secteurs publics, il y a parfois des entreprises sociales publiques qui se développent et qui se frottent. Et c'est ce genre de débat qui anime aujourd'hui la place, mais se pose, je crois quand même, il y a un consensus, il y a des divergences ici autour de la table, et c'est bien, mais il y a un consensus qu'une entreprise sociale est bien celle où il y a une primauté de la finalité sociale par rapport au retour financier sur investissement. Alors sur les formes, après ça, il y a différentes traditions et cultures, et je crois que c'est une bonne chose pour le débat démocratique et économique. Mais je vous rends la parole. Je vous rends la parole, et puis... Encore un dernier round de questions. Oui, il nous reste 10 minutes. On va collecter... Donc, on clôture à 17h30 pour les personnes qui s'inquiéteraient de l'éventuel retard qu'on prendrait. Je ne sais pas s'il reste des questions. Et sinon, je donne le mot de la fin à chacun. Attends. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou Oui. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Violaine Dupuis et je travaille à la Croix-Rouge. En fait, moi, ce qui m'interpelle, parce que la Croix-Rouge est une grosse organisation, je suis un peu ce que fait les petits riens, ce qui m'interpelle, c'est peut-être le manque de compétences que nous avons dans ces grosses organisations en termes justement d'évaluation d'impact, qui sont un petit peu des réflexes de gens qui ont fait des études économiques, voilà, et donc on est entouré plutôt de personnes qui ont fait du social, qui ont fait de la médecine, et donc, tout d'un coup, je viens d'avoir une idée, je pensais à Duo for a Job, mais je me dis que peut-être que ces grosses associations-là devraient pouvoir être un petit peu soutenues en termes de compétences pour faire ces démarches que vous dites là. Parce que chez nous, on est vraiment très loin de ça. Voilà. Est-ce qu'une dernière question, oui ? Moi, je voudrais revenir 2 minutes sur la monétarisation de l'impact social. Vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement, mais je trouve que c'est une tendance qui se développe actuellement, notamment de la part de partenaires financeurs, mais qui ne sont pas institutionnalisés en tant que financeurs. Et donc, pour maintenir les subsides qu'ils donnent à nos associations, donc moi je coordonne un dispositif d'insertion par le logement. Souvent, ils demandent à pouvoir évaluer le coût évité, notamment, mais il y a aussi d'autres choses qu'ils demandent parfois à monétariser. Et là, je trouve qu'on tombe dans des travers qui sont vraiment très, très dangereux, parce que là, on risque très fort de mettre en difficulté des associations qui travaillent, ou des entreprises qui travaillent, je vais dire, de manière qualitative, mais qui sont dans la capacité de vraiment prouver qu'il y a un réel coût évité. Je prends un exemple assez simple, un CPS qui finance une de nos structures, mais s'il y a 2... bénéficiaires du revenu d'intégration qui sont insérés à l'emploi, mais on peut dire ça fait un coût évité d'autant, suivant leur situation personnelle, mais combien de temps vont-ils rester à l'emploi ? Alors, c'est quand même un public assez fragilisé, donc il y a des allers-retours. On a également les structures donc, qui font des chantiers de remise en état pour les sociétés de logement, mais il y a des choses qui auraient été faites par des entreprises, éventuellement d'autres entreprises, mais il y a des choses qui n'auraient pas été faites. Donc, qu'est-ce qu'on mesure comme impact monétaire ? Donc, nous, on s'est penché là à la question. Il y a aussi tout le problème des assuétudes. Des personnes qui arrêtent de consommer, il y a un impact sur l'entretien de leur logement, sur les maladies éventuellement qu'elles pourraient avoir. Comment est-ce qu'on peut chiffrer ça ? Donc, c'est vraiment extrêmement difficile. Et je veux dire, si on entre dans cet engrenage-là, on risque vraiment de perdre son énergie dans ces choses-là et de s'oublier dans les missions qui sont les nôtres, quoi. Donc, je trouve que
il faudrait vraiment creuser la question de l'impact social et mettre des limites, enfin de l'impact social, je vais dire, monétarisé, et vraiment mettre des limites et vraiment faire attention à quoi. Merci madame. Alors ce que je propose, puisqu'on a promis de terminer à 5h30, c'est que chacun, je vais donner la parole à chacun qui peut répondre aux questions et peut-être revenir sur une idée. Donc chacun, j'irai 2 minutes. Oui, ce sera parfait. 1 à 2 minutes. Je commence par vous. Oui. Bon, Julien. Oui. Enfin, la première, je vais juste répondre aux questions, et dire que je suis ravi de cette journée parce que, cet après-midi, je trouve que ça a été passionnant. Et donc, en termes d'objectifs pour les petits riens, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que l'objectif est atteint. On fera l'évaluation après avec Anaïs bien plus en détail. Mais mon premier feeling, je suis très heureux de cette journée. Je vous remercie à toutes et tous vraiment pour votre participation et vous également. Je voulais juste revenir sur la question de la Croix-Rouge. Je suis ingénieur commercial de formation, je suis directeur général de la structure et j'ai énormément de mal à faire passer cette idée de l'évaluation de l'impact social et de la mesure de l'impact social au sein des petits riens. Donc, je crois qu'en termes d'accompagnement, je reviens un peu sur ma ligne du temps, mais il y a vraiment encore beaucoup de travail qui doit être fait. Je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, il existe énormément de structures qui soient capables de vous aider à implémenter ça dans votre structure. Il y a encore beaucoup de travail de recherche qui doit être fait. J'ai juste envie de dire, il faut persévérer. Je reste convaincu de l'utilité du truc, mais voilà. Et pour revenir sur l'autre question, c'est un aspect fondamental qu'on n'a pas abordé. Tu m'arrêtes si je suis trop long. La question, c'est qui mesure quoi? La question fondamentale dans tout le processus, c'est qui mesure quoi? Quel est l'intérêt, quelle est l'intention de la personne qui est là derrière? Et ça peut être très intéressant de démontrer qu'il y a un retour financier sur un investissement social à un pouvoir public. Gaëtan l'a démontré, on arrive à obtenir des financements auprès du pouvoir politique si on arrive à montrer qu'on leur fait économiser des coûts. Donc ça, c'est un très bon argument. Si c'est l'entreprise sociale qui mesure pour obtenir ce truc-là, super. Par contre, effectivement, il y a aussi la dérive dans l'autre sens, où on va dire, vous ne rapportez pas assez d'argent, donc on ne vous finance pas, alors qu'en fait, vous avez un impact social magnifique. Et là, Olivier Deguerre, je trouve, a été brillant sur cette question, enfin, sur toutes les questions et celle-là en particulier. Merci, Anaïs. Moi, je vais réagir sur la question de la monétarisation aussi. Personnellement, je rejoins en fait tout à fait votre point de vue. Je pense que c'est très dangereux de vouloir monétariser ce qui ne l'est pas. Et en fait, il y a 1000 façons de pouvoir monétariser un effet. Et un des risques, notamment, c'est d'être en enfin, je veux dire, à qui gonfle le plus son effet, quoi. Et donc, on se retrouve avec des SROI, donc les Social Return on Investment, à qui arrive à faire le plus gros. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on met comme voilà, qu'est-ce qu'on met comme nombre en termes d'euros sur un effet qui n'a pas de prix sur le marché? Ben voilà, il y a 1000 façons de pouvoir essayer d'identifier un prix et donc d'identifier une valeur monétaire. Et je trouve que c'est extrêmement subjectif la façon qu'on décide de choisir et la valeur qu'on met à la place de cet effet. Donc moi, personnellement, je suis radicalement contre, en fait. Et je pense que... Mais t'es pas la seule, hein. Mastercard l'a dit aussi. Hein. Pour le reste, ça n'a pas de prix. Pour le reste, à Mastercard. Je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un juste équilibre, en effet, à trouver entre rien et les dérives qui viennent d'être décrites. Et comme le débat à la fois porté sur les mesures de l'impact social et les entreprises d'économie sociale, je voudrais juste clarifier et peut-être lever un possible malentendu sur 2 points. Je pense qu'il y a d'intention de très peu d'acteurs de l'économie sociale d'idéaliser l'économie sociale. Vous avez cité des exemples parfaits sur le fait que la gouvernance démocratique est parfois un horizon très très éloigné d'entreprises actuelles en économie sociale. On pourrait citer le scandale des lasagnes à la viande de cheval qui sont le fait d'une coopérative en France qui s'est financiarisée. On pourrait citer les coopératives bancaires qui sont devenues qui se sont financiarisées de la même sorte que les autres banques. Donc il n'y a pas d'idéalisation, et ce n'est pas non plus parce que
il y a certaines entreprises classiques capitalistes qui font faillite, qui sont corrompues, qui se plantent, qui font des dérives, qui polluent, qu'on remet en question l'ensemble du modèle. Je pense que l'intérêt de contraster les modèles, et pas de les opposer, mais de les contraster, est un intérêt pédagogique et un intérêt pour permettre à nos sociétés de prendre des meilleures décisions. Et je plaide pour un pluralisme des modèles économiques, pour un pluralisme économique. On reconnaît les valeurs de la diversité en biologie. Les biologistes ont mis 30 ans à nous convaincre que la biodiversité, c'était important pour notre propre survie. On reconnaît l'importance, et c'est maintenant un consensus dans toutes les grandes entreprises, l'importance de la diversité culturelle, l'importance d'une diversité, d'une gestion de cette diversité pour prendre les besoins, les normes, les codes de chacun. Mais l'idée qu'en économie, on puisse favoriser une diversité des entreprises avec des modèles aux mains de fonds de pension, avec des modèles de PME familiales qui existent depuis 200 ans et qui ont pour seul objectif de rester ancrés dans le territoire, de donner de l'emploi, et avec des entreprises qui, en effet, se donnent des normes complémentaires de gouvernance démocratique, de plafonnement, de retour sur l'investissement, je pense que c'est une nécessité par rapport au challenge que notre humanité auquel elle est confrontée aujourd'hui. Voilà. Marc Mess ? Bien, mais moi je voudrais terminer avec une idée. Je viens du monde de la coopération internationale et en vous écoutant, en m'écoutant moi-même d'ailleurs, je me dis que c'est un secteur où on passe beaucoup de temps à évaluer les autres et on s'évalue assez peu. Donc moi ce que je vous ai présenté, c'est une démarche que nous avons faite pour évaluer nos partenaires. Et donc moi je sors de cette demi-journée en me disant si dans le monde de la coopération internationale on pouvait aussi, si par exemple SOS Fin, d'autres ONG pouvaient aussi évaluer leur propre performance sociale, leur impact social, ça pourrait être intéressant et on ne le fait absolument pas. Voilà. Donc je ressors de cette demi-journée avec cette idée-là. Voilà. Monsieur Deguerre ? Merci de m'avoir invité. Je trouve extraordinaire en 10 ans comment d'un certain nombre d'entreprises sociales, dont les petits riens ont réussi à se développer et à montrer qu'on pouvait avoir un projet social tout en essayant de rechercher une rentabilité financière. En conclusion de ce qui a été dit, je crois que la mesure d'impact pour moi, c'est premièrement un outil de pilotage pour la direction générale, les conseils d'administration des organisations sociales. C'est un outil de pilotage interne. Et puis deuxièmement, pour des investisseurs ou des financeurs comme nous, c'est un outil pour voir comment accompagner. Quels sont les sujets où l'entreprise sociale ou le projet social a besoin d'aide, d'accompagnement pour l'aider à se développer. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors après, il y a des métriques, il y a toutes sortes. Petit à petit, je pense qu'on aura des outils de plus en plus performants, comme dans la microfinance, mais il faudra du temps. Et je pense que dans quelques années, on reparlera encore de comment mesurer la performance sociale des petits riens dans les autres secteurs, parce que visiblement, c'est une attente de tout le monde. L'année prochaine. Voilà, donc on va clôturer ici. Je voudrais, avant de clôturer, remercier des personnes qui ont été clés dans l'organisation de cet après-midi. D'abord, comme vous l'aviez dit dans l'introduction, que vous appréciez le partenariat avec l'UCL, je peux dire que c'est réciproque et que vraiment la confiance qui a pu se développer entre nos équipes de recherche et une entreprise d'économie sociale, eh bien, c'est une aventure extraordinaire et que vraiment il y a un niveau de confiance et un niveau de dialogue qui est peu commun entre acteurs et recherche et pour ça, je voudrais vous en remercier. Je voudrais remercier aussi vraiment les personnes qui ont permis le déploiement de cette recherche. Alors, je pense bien sûr à Anaïs Périlleux, qui a mis énormément d'énergie dans cette recherche, Julien Coppens, Odile Daillé, qui est là avec sa petite fille, elle est peut-être partie, mais elle a été très importante dans le déploiement de l'implémentation de la recherche dans l'entreprise, et Nicolas, qui est là, Stinck Lambert, c'est ça, qui a repris son relais pendant le congé de maternité. Et je voudrais vous remercier tous, parce que... Et les acteurs de la maison d'accueil, qui ont été... voilà, il y a un répondant au niveau des petits riens qui est incroyable. Tout le monde est sur la balle. Voilà, il y a un répondant qui est génial de la part de la directrice de la maison d'accueil, de la part des travailleurs sociaux, de la part de
Non. Oui, bien sûr, mais bon. De la part de Thierry aussi. Thibaut. Ah, il est là. Thibaut. C'est notre gros cochon. Thibaut, c'est notre directeur financier. Thibaut, c'est le gros cochon. Enfin bon, voilà, toute l'équipe des petits riens qui est vraiment d'une accessibilité et d'une réactivité. Alors, vous l'avez compris. Oui, non, mais c'est important. Vous l'avez compris. Je confirme qu'on reconduit le financement pour un an. Vous avez compris, je crois qu'on a plutôt ouvert un débat, nourri, j'espère, un débat, mais qu'on va se revoir et que le débat n'est certainement pas clos. Et donc, merci à vous tous et à tous les intervenants d'avoir participé à cet après-midi. Voilà, bon retour.